Eh bien, bonjour à tous. Il est à peu près 19 heures, donc on avait prévu de commencer à 19 heures et c'est parfait. Vous êtes très nombreux à cette conférence et cette première nuit du droit que nous accueillons à la Chambre des notaires de Paris. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu qui est notre Chambre des notaires de Paris, dans lequel nous sommes installés depuis l'origine du bâtiment, depuis 1850, et nous n'en avons pas bougé. Et nous avons souhaité cette année participer et même animer cette nuit du droit, dont vous savez peut-être qu'elle a été instituée par Laurent Fabius sur son initiative l'an dernier. Et donc c'est la deuxième année qu'il y a la nuit du droit. Et ça nous a paru nécessaire de participer à cette nuit du droit, d'abord parce qu'on assiste à une émergence du droit dans la société. On aura peut-être l'occasion d'en discuter sur le thème dont nous parlons aujourd'hui. Et aussi parce que, en tant que notaire, ici, nous avons à cœur de placer le droit au centre de la société et que tous les mouvements sociaux, tous les regroupements familiaux, tous les transferts de patrimoine sont bien sûr orientés par des motivations psychologiques, familiales, personnelles, mais toujours régis par le droit. Et c'est vrai que le droit a toujours, dans notre histoire, le droit était finalement synonyme de la puissance publique. La puissance publique décide, le roi décide, l'État ensuite décide. Et puis, finalement, le particulier n'a pas eu toujours son mot à dire sur le droit. Et donc, les juristes étaient essentiellement composés de gens qui transcrivaient le droit de la puissance publique. Et c'est d'ailleurs l'origine des notaires, qui étaient les instituteurs du droit. Et puis, de plus en plus, on assiste à l'émergence de cette forme de liberté individuelle et donc de l'importance du juriste, de toutes les formes de juristes dans la société pour régir les rapports humains et les rapports sociaux. Et c'est pour ça que cette nuit du droit nous paraît avoir une importance très grande, justement parce que dans la société d'aujourd'hui, ce qui fait que la société fonctionne, ce qui fait que la confiance règne, c'est que des juristes sont là et le droit est là pour organiser les choses de façon saine et bien organisée. C'est la raison pour laquelle on a été très attentif à participer à cette nuit du droit. Alors pourquoi ce thème ? Jusqu'où peut-on déshériter ses enfants ? On sent la provocation dans le thème. On sent la provocation dans le thème. Il nous est apparu ce thème intéressant à plus d'un titre. La première, c'est que nous avons voulu, dans cette nuit du droit, partager un thème de débat avec différents professionnels du droit, et notamment avec nos amis avocats. Et c'est un thème qui n'est pas réservé aux notaires, hein, la réserve héréditaire. Et c'était donc important pour nous, entre l'université, la sociologie, les avocats, les notaires, d'échanger sur ce thème, on va dire, interprofessionnel. Le deuxième, c'est que le droit dans la société, on ne peut pas faire plus caractéristique, plus illustrant, je dirais, avec ce thème que la présence du droit dans la société. La réserve héréditaire, c'est le droit successoral, c'est la liberté individuelle ou pas, c'est l'ordre public ou pas, c'est la frontière entre l'ordre public, c'est-à-dire l'État, et la liberté individuelle, c'est le droit des familles dans ce qu'elles ont de plus intime, l'héritage, la transmission, les enfants. Et donc, évidemment, on est là dans un sujet très passionnel et très passionnant. Et puis, bien sûr, c'est un sujet d'actualité. On a bien vu dans les épisodes récents, médiatiques, à quel point ce sujet de la réserve héréditaire peut prêter quelquefois à confusion et en tout cas souvent à débat. Et donc, on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais, dans cette nuit du droit, de parler de la réserve héréditaire. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là, d'ailleurs, pour entendre débattre sur ce thème particulier. Alors, je voudrais remercier les personnes qui ont accepté de participer à ce débat. Je voudrais remercier Madame Gottman, sociologue, directeur de recherche au CNRS et qui a beaucoup travaillé sur le thème de la succession et de l'héritage et qui nous apportera son éclairage sur ce thème particulier. Le professeur Michel Grimaldi, professeur à Paris 2, ardent défenseur de la réserve héréditaire, je pense, vous nous le direz tout à l'heure, et en tout cas bien connu des notaires. Et Michel Grimaldi a formé des générations, au moins 2 générations de notaires, et notamment sur le thème de la réserve héréditaire ou sur le thème du droit des successions. Et puis Jean-Philippe Delsol, maître Delsol, qui est avocat, qui est également directeur d'un think tank dont vous allez à l'instant me rappeler le nom. L'Institut de recherche économique et fiscale. Voilà. Et qui a écrit et qui a participé, qui a alimenté le débat sur la réserve héréditaire et qui nous fait l'amitié et le plaisir de venir débattre avec nous. Ce n'est pas forcément simple, mais c'est important d'avoir la contradiction sur ces thèmes. Voilà. Nous allons décomposer, nous voulons cette soirée interactive avec vous, c'est pour vous qu'on fait ça, donc l'intérêt c'est que vous posiez vos questions, vous n'hésitez pas, quelle que soit la nature de la question.
Et donc, nous avons prévu de décomposer notre soirée en 3 temps. Un premier temps où nous discuterons de la réserve héréditaire, quelle est son utilité aujourd'hui en France, dans le droit interne français, dans la sociologie française, quelle est son utilité aujourd'hui? Est-ce qu'elle a encore une utilité? Dans un deuxième temps, nous évoquerons les questions de mobilité internationale, c'est-à-dire que lorsqu'une personne française s'expatrie et laisse ses enfants en France, est-ce que la réserve héréditaire de droit français doit encore s'appliquer? Et là, on a une jurisprudence très importante depuis 2 ou 3 ans qui va illustrer un peu notre débat sur ce thème. Et puis nous terminerons par une séquence sur la prospective, c'est-à-dire l'avenir de la réserve héréditaire. Si tant est qu'on souhaite la maintenir, est-ce qu'il faut la maintenir dans sa consistance très précise ou est-ce qu'il faut la faire évoluer? Ce sera évidemment la question. À chaque fois, à la fin de ces 3 thèmes, je vous propose de vous donner la parole pour que vous posiez vos questions ou que vous apportiez un éclairage ou une contradiction. Voilà. Donc je vous souhaite et je nous souhaite à tous un excellent débat sur ces 3 thèmes, en ne doutant pas que ça va vous passionner et que vous allez également participer avec nous. Merci et bonne conférence. Donc sur le premier thème, c'est-à-dire l'utilité de la réserve héréditaire aujourd'hui, je propose de donner la parole au professeur Michel Grimaldi. Merci et bonsoir à tous, et je me réjouis de me retrouver ici pour évoquer cette question qui est une question passionnante. La question de la réserve héréditaire n'est que l'aspect particulier et saillant d'une question plus fondamentale que doit se poser au fond tout législateur qui décide d'écrire un droit des successions. Cette question fondamentale est celle-ci. Qui a compétence pour décider du sort des biens qu'une personne laisse à sa mort? Et au fond, il y a 2 réponses possibles, en gros, en schématisant. Première réponse, eh bien c'est au fond à la loi. C'est à la loi de décider du sort des biens qu'une personne laisse à sa mort. Et on a à ce moment-là ce qu'on appelle un système de succession légale, dit-on en termes un peu techniques. Et au fond, on va justifier cette position par cette idée que la condition de mortel est d'ordre public, que lorsque l'on est vivant, on peut bien disposer du sort de ses biens, mais qu'une fois que l'on est mort, on est prié de ne plus jouer de rôle dans la vie civile, dans la vie juridique, l'idée que la volonté est certes puissante, mais s'éteint à la mort. C'est une conception qui peut paraître troublante, et pourtant elle a été soutenue. Elle a été soutenue par tout au fil des siècles. Je ne voudrais pas faire assaut de citations, mais dans l'Antiquité, Platon, qui avait à cœur l'organisation de la cité, disait, je le citerai très simplement, « Allez aux terres où la nature humaine aboutit, sans conserver d'aigreur ni de ressentiment, nous législateurs, auront soin de tous vos biens et de tous vos proches. » Et d'une autre manière, au XVIe siècle, Montaigne, qui estimait que l'homme devait être un homme humble compte tenu de sa finitude, disait, en général, la plus saine distribution de nos biens en mourant me semble être de les laisser distribuer selon les lois du pays, qui ont mieux pensé que nous. Et mieux vaut les laisser se tromper que de nous tromper nous-mêmes dans des choix hasardeux. Bon, c'est un courant. Et c'est un courant important. Historiquement, cette vision, c'est au fond celle du Nord, c'est celle des coutumes germaniques. Dans l'Antiquité, Tacite, qui visitait la Germanie, s'étonnait qu'on ne testât point là-bas. Donc, il ne faut pas de testament là-haut. Ça ne se fait pas. À Rome, ça se fait. Là-haut, ça ne se fait pas. Et cette tradition, on la retrouve dans toute la France de l'Ancien Régime, dans tout le nord de la France, où les coutumes germaniques prévalaient. On avait des adages qui sont restés célèbres, comme ceci, en pays de coutume, institution d'héritier n'a lieu. C'est-à-dire le futur mort, ne peut pas se donner un héritier. Ou encore, disait-on, Dieu seul peut faire un héritier. Ça, c'est cette conception de la succession. Et puis l'autre option est celle de la succession dite testamentaire, où l'on considère que c'est à celui de la succession duquel il s'agit, c'est-à-dire au futur mort, de régler le sort de ses biens. Et cela à partir d'une conception un peu exacerbée de la propriété, qui consiste à dire que la liberté du propriétaire inclut la liberté de tester, que le droit du propriétaire inclut le droit de décider du sort de ses biens, non seulement de son vivant, mais aussi pour après sa mort. Et ce droit de propriété, en quelque sorte augmenté de cette manière, en quelque sorte prolongé au-delà de la mort, est souvent défendu comme un instrument permettant à chacun de se croire un peu immortel. Un auteur célèbre, un juriste français célèbre, Jean Carbonnier, disait que dans tout testament, il y avait une précieuse illusion d'immortalité, et il ajoutait le désir inhérent au cœur de chacun de ne pas mourir tout entier, la crainte mystique des morts, la conviction que l'homme énergique
rien n'est impossible, explique l'institution du testament. Alors ce courant-là, on le retrouve aussi au fil de l'histoire. La liberté testamentaire était considérable à Rome, et elle fut, dans l'Ancien Régime, considérable dans le sud de la France, même si elle fut par la suite quelque peu limitée. Et c'est en tout cas le choix de tous les pays de common law. Dans les pays de common law, que ce soit de common law, on désigne de ce terme le droit d'Angleterre, mais qui s'est ensuite diffusé dans le monde entier, et où il a acquis l'influence que l'Angleterre, des États-Unis jusqu'à l'Australie. Bon, c'est une conception que l'on retrouve dans ces pays-là. Alors, si l'on opte pour la succession légale, la réserve a sa place. La réserve a sa place, car si c'est à la loi de décider du sort des biens, certes, on va laisser à chacun la liberté de décider d'une certaine quantité de ses biens, mais il y aura une fraction de la succession qui ne sera pas disponible pour lui. Alors que si en revanche on opte pour l'autre système, celui de la liberté testamentaire, il n'y a pas de réserve. Pas de réserve aux États-Unis, pas de réserve en Angleterre, réserve en France, en Allemagne, en Italie. Bref, tous les pays autres que les pays de common law connaissent une réserve, les autres l'ignorent. Alors, pourquoi ce choix pour la succession légale et donc pour la réserve me paraît, c'est une option personnelle, mais je crois pouvoir dire quand même qu'elle est partagée par beaucoup. Pourquoi un choix plutôt pour le système de la succession légale? Je crois qu'on peut justifier la réserve de deux points de vue, du point de vue de la famille et du point de vue aussi du droit de propriété. Un mot d'explication. Du point de vue de la famille, la réserve se justifie doublement. D'abord, la réserve est le signe, elle est un emblème de la solidarité et de la cohésion de la famille. Le passage obligé des biens aux enfants ou aux conjoints, ce sont les deux seules catégories de réservataires, le passage obligé des biens aux descendants ou aux conjoints conforte le lien de parenté comme le lien patrimonial. Au fond, la constitution, la conservation d'un patrimoine familial concourt à la construction et à la perpétuation de la famille. Alors je sais que l'on dit aujourd'hui, il n'y a plus de biens de famille. Moi, ça me laisse rêveur. Des biens de famille, il y en a. Il y a des maisons qui sont des maisons de famille. Ça peut être des châteaux, ça peut être des chaumières. Il y a des entreprises qui sont des entreprises de famille. Ça peut être des multinationales, ça peut être une petite boutique qui se transmet de génération en génération. Il existe des collections de tableaux qui sont des tableaux de grands maîtres et de tableaux, je dirais, privés, qui sont tout simplement des tableaux qui retracent l'histoire familiale. Les biens de famille existent simplement, ils ne sont plus au même endroit que jadis. Ils ne sont plus toujours chez les mêmes personnes ni dans les mêmes pays. Donc, il ne faut pas croire que les biens de famille aient disparu. Donc d'abord, du point de vue de la famille, la réserve, je le répète, est un signe de la cohésion familiale. Et puis, du point de vue de la famille toujours, la réserve garantit un certain ordre dans la famille, plus précisément, un minimum d'égalité entre les enfants. Et cela est fondamental. La réserve interdit de laisser tous ses biens à un seul des enfants. Du coup, de laisser toute sa succession tenez, à l'aîné, au garçon, ou que sais-je encore, à l'enfant de la dernière union. Et il me semble que de ce point de vue-là, la réserve a une vertu pacificatrice. Un auteur, grand juriste, Gérard Cordu, écrivait « L'égalité est le principe pacificateur de la fraternité ». Or, de ce point de vue-là, la réserve me semble avoir des vertus familiales importantes. Voilà pour la famille. En un mot commençant, la réserve permet d'éviter que la succession ne suive un cours qui délaisse la famille ou qui, pire, la divise par le fait que la succession reviendrait à certains des enfants. Maintenant, du point de vue de la propriété, et plus précisément du droit de disposer à cause de mort, il me semble que rien ne justifie, en principe, par principe, que le droit de propriété puisse aller jusqu'au droit de disposer de ses biens à cause de mort. Le droit de propriété est certes un droit fondamental, nul ne le conteste, mais il est quand même ordonné à l'intérêt général. Dans tout état de droit, il y a un contrat social qui fait que les droits individuels trouvent une certaine limite dans l'intérêt général. Or, la liberté testamentaire, la volonté testamentaire est exposée à des risques multiples de déviance. Et je crois que tout praticien des successions en a conscience. D'abord, je l'ai déjà dit, je le répète, la volonté testamentaire peut être perturbatrice. Tout laisser à l'un des enfants, c'est à coup sûr faire des frères ennemis au sein d'une famille. Vous voyez d'ailleurs par parenthèse le droit musulman, qui connaît une réserve, mais qui non seulement connaît une réserve, mais interdit de léguer des biens à un héritier. L'idée étant qu'on peut bien faire le généreux à l'extérieur de la famille, mais pas à l'intérieur, car ce serait y semer le germe de la division. Donc, elle peut être perturbatrice. En plus,
La liberté testamentaire peut être tyrannique, l'instrument d'un abus d'autorité. Le père exhérédera l'enfant qui se marie mal, qui pense mal, qui vote à droite, qui vote à gauche, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela. Et ça n'est pas une crainte chimérique que celle de voir les libertés individuelles des plus jeunes se briser en quelque sorte sur le mur de l'argent des anciens. À l'époque révolutionnaire, les grandes lois, pardonnez-moi, je connais la date que dans le calendrier révolutionnaire, la loi de Niveaux en deux, c'est qu'une grande loi révolutionnaire avait porté la réserve au 9/10 de la succession. Et pourtant, à l'époque, on détestait les familles. Les révolutions n'aiment pas les familles. Mais si on avait porté la réserve de 9/10, c'est parce que l'on craignait que les anciens, supposés fidèles à l'idéologie passée, ne sanctionnent les jeunes qui pourraient être acquis, eux, aux idées nouvelles. La liberté testamentaire peut encore être une volonté abusée, trompée, par tous ceux qui vont solliciter le testateur potentiel. Et aujourd'hui, où la durée de la vie humaine s'accroît, le démarchage à la volonté testamentaire n'est pas rare. Et la jurisprudence abonde en exemples de testateurs démarchés. Et puis enfin, j'ajouterai ceci, peut-être avec quelque excès, mais je n'hésite pas, la volonté testamentaire peut être carrément folle, égarée, délirante, l'âge venant. Et là-dessus, je citerai Mirabeau, qui dans son diction sur l'égalité contient un réquisitoire contre la liberté testamentaire implacable. Et voici ce qu'il dit. « Et quoi, n'est-ce pas assez pour la société des caprices et des passions des vivants? Nous faut-il encore subir leurs caprices, leurs passions quand ils ne sont plus? N'avons-nous pas vu une foule de ces testaments où respirait tantôt l'orgueil, tantôt la vengeance, ici un injuste éloignement? Combien de ces actes signifiés aux vivants par les morts, où la folie semble discuter à la passion, où le testateur fait de telles dispositions de sa fortune qu'il n'eût osé de son vivant en faire confidence à personne, qu'il lui fallait l'abri du tombeau pour dévoiler ses volontés. » C'est violent. Bon, j'ajoute pour faire plaisir à Maître Del Sol que Mirabeau est mort en laissant un testament. Bon, donc, malgré ce réquisitoire. Bon, voilà, pour moi, comment on peut justifier la réserve du point de vue de la propriété. Je veux dire par là, je la justifie en ceci, que la propriété n'est pas un droit absolu, que c'est un droit qui a besoin de limites, et que la réserve est une limitation raisonnable au droit de disposer à cause de mort. Et d'ailleurs, dans les pays qui ignorent la réserve, la volonté testamentaire est évidemment contrôlée. Elle est contrôlée par le juge. Il existe un contentieux qui est un contentieux important. En d'autres termes, là où chez nous, le contrôle est légal et a priori, vous ne pouvez pas disposer de plus du quart ou de la moitié de vos biens. Il est là-bas, a posteriori et judiciaire. Et le juge va contrôler la volonté testamentaire d'un point de vue qualitatif. Il sera attentif au moindre vice du consentement ou à l'atteinte portée à des droits fondamentaux. Et puis il sera aussi parfois quantitatif, parce que s'il y a un héritier qui est dans le besoin, eh bien le juge pourra lui accorder une partie de la succession. Est-ce que l'on gagne en sécurité juridique? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que l'on est toujours dans notre système juridique? Là, je suis sûr que non. Alors je terminerai en 2 minutes en disant qu'évidemment, il y a des arguments contre la réserve que je ne sous-estime pas. Celui, mais là, Maître Del Sol va le développer abondamment, je pense, celui de la liberté du décujus, je veux dire, enfin, de chacun d'entre nous, qui sommes tous de morts en puissance, ça, vous le savez. Bon, là, c'est inéluctable, je veux dire, bon, la liberté de chacun de disposer du sort de ses biens, mais une fois encore, j'ai l'impression que c'est répondre à la question par la question, parce que précisément, je crois que la liberté du propriétaire n'inclut pas du tout nécessairement celle de disposer à titre gratuit. L'autre argument très important est l'argument économique, qui est que la réserve oblige à diviser la succession et la diviser entre ses enfants, peut interdire de laisser l'entreprise à l'étranger compétent ou à l'enfant le plus capable. C'est un obstacle qu'il ne faut pas, une critique qui est parfaitement valable, mais enfin, si je puis dire, c'est quelque chose que l'on peut supporter, et il ne me semble pas que la réserve ait réduit la France, au moins dans le domaine agricole, à l'état d'une puissance inférieure. La France a longtemps été une toute première puissance mondiale au point de vue agricole, alors qu'elle vivait sous la réserve héréditaire. Voilà, j'ai terminé ce plaidoyer pour la réserve. J'y crois, mais tout le monde n'y croit pas. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je voudrais juste apporter une précision technique pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers. C'est bien quand même de rappeler les quotités de la réserve. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas disposer librement de plus de la moitié de ses biens lorsqu'elle a un enfant, de plus des 2/3 lorsqu'elle a 2 enfants, et de plus d'un tiers lorsqu'elle a 2 enfants, et de plus d'un quart lorsqu'elle a 3 enfants ou plus. La réserve héréditaire, c'est ça. Et l'inverse de la réserve, petite précision terminologique le cas échéant, s'appelle la quotité disponible, ce dont on peut disposer librement. Voilà. Ce petit rappel terminologique étant fait, Madame Gottman, vous qui avez
étudié les comportements, notamment dans les familles au moment des héritages et des successions. Sur ce thème particulier de la réserve héréditaire, est-ce que vous en avez tiré des conclusions ou des convictions précisément sur l'opportunité d'une réserve héréditaire? Ça marche. Voilà. Moi, en tant que scientifique, je me dois d'être neutre. J'observe. Mais ce que j'observe, c'est drôle, c'est à quel point c'est un sujet passionnel et c'est un sujet d'identité presque nationale. Professeur Grimaldi disait que parmi les arguments contre, on estimait que effectivement la réserve obligeait à diviser les patrimoines. Et il faut savoir que pendant tout le XIXe siècle, c'est-à-dire après la promulgation du Code civil, la réserve a été vomie par quantité de juristes et de libellistes, et on disait que c'était la machine à hacher les héritages. C'est-à-dire que on a été violemment contre pendant, j'allais dire, tout le XIXe siècle, sachant que le professeur Grimaldi a fait allusion, c'est quand même pendant la Révolution, c'est au Code civil, mais c'est la Révolution qui l'a préparée, que cette règle s'est imposée. Et comme il a été dit, mais c'est important de savoir, de bien l'avoir en tête, c'était une règle contre les pairs, P-E-R-E-S, c'est-à-dire pour empêcher les aristocrates de faire ce qu'ils voulaient de leur fortune et notamment d'avantager des opposants à la Révolution. Vous avez été vraiment... Et puis c'était, j'allais dire, mais simultanément ou secondairement, pour instaurer l'égalité entre les héritiers, une égalité partielle, mais c'était pour empêcher en effet le pouvoir des pairs d'opérer, et en cela c'est bien une mesure révolutionnaire, puisque effectivement les révolutions n'aiment pas les familles, et la loi se substitue au père. La réserve, c'est un peu ça, c'est la loi qui se substitue au pouvoir, à la puissance paternelle. Il s'agissait de limiter la puissance paternelle. Donc c'est pour ça que ça a été très violent. On voit que ça touche vraiment des questions de politique, de droit public, mais aussi de la vie des familles. Et il est assez drôle de voir que 2 siècles après, les Français sont passionnément pour cette réserve. Au point que d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, pour nous c'est évident, et on est totalement étonné quand on découvre qu'ailleurs, on peut faire, comme on dit, ce qu'on veut de ses biens. Et je voudrais insister sur le fait à quel point c'est une question technique, c'est une question successorale, donc moins on y pense, mieux on se porte, nous sommes tous d'accord. Les Français en plus connaissent très mal le droit, donc la réserve, je dirais, c'est une question tout à fait minuscule, reléguée, etc., etc. Et en fait, elle est profondément inscrite dans notre culture. Parce que nous naissons, même si nous ne le savons pas, nous naissons avec cette idée que nous serons traités également par nos parents, en fait par la loi, effectivement, plus tard. Alors on le sait sans le savoir, mais je crois, enfin, j'ai presque envie de dire que c'est inscrit dans nos gènes. Et j'en veux pour preuve que j'avais un collègue anglais, un sociologue très cultivé et qui aimait beaucoup la France, en particulier son vin, qui venait tous les ans, qui avait une maison, qui était donc très francisé. Et il arrive en France, il avait comme ami d'ailleurs un entraîneur de lance. Et il arrive et quelqu'un décède de la famille. Et découvre la loi française.
cet homme cultivé et qui travaillait sur la famille en plus, un grand sociologue de la famille, était, si je mais vraiment, il n'en revenait pas. C'est dire que pour lui, il était né dans un autre système qui était on fait ce qu'on veut de ses biens, et il réalisait qu'il était vraiment de l'autre côté de la Manche. Donc je voulais dire, c'est très inscrit, même si on ne le sait pas, inconsciemment, j'en sais rien, ça infuse, je ne sais pas comment. Mais on sait, autrement dit, on sait dans les familles en France qu'à la fin, ça va se régler comme ça. Et en ce qui concerne les familles que j'ai interviewées dans mes enquêtes, on voit que l'attachement à l'égalité est énorme aussi. Ça aussi, c'est dans nos gènes, au point que les gens me disaient... en France, on fait peu de testaments. Bon, on fait peu de testaments, et pour cause, puisque la loi s'en occupe. Et les gens l'avaient très bien compris, ils disaient... nous, on a laissé faire la loi. On a laissé faire la loi parce qu'on ne veut pas d'histoire avec nos enfants. On ne veut pas que nos enfants se disputent plus tard. Donc, la loi, c'est la certitude d'une égalité, et c'est la certitude qu'il n'y aura pas d'histoire, qu'il y en aura le moins possible, dans la mesure où les préférences n'auront pas eu de traduction matérielle. Car on sait qu'il y a des préférences, malgré tout ce qu'on peut dire. Évidemment, il y en a, mais là au moins, on met le couvercle dessus. Du côté des héritiers, cette égalité, elle est très bien perçue, éventuellement. Mais, et c'est là que c'est intéressant, c'est que l'égalité, si on va jusqu'au bout, on ne dit pas, c'est l'égalité en valeur, et on ne désigne pas les biens qui reviennent, qu'est-ce qui revient à quoi, à qui. On ne choisit pas. Autrement dit, on ne dit pas, par exemple, même dans les biens de famille, cette commode, elle ira à Marguerite, etc. On laisse tout, les enfants font ce qu'ils veulent, etc. Nous, en tout cas, s'ils se disputent, nous, on n'y sera pour rien. Et les enfants, parfois, regrettent cette absence de parole. Parce qu'ils disent ouais, mais maman, elle savait bien que cette commode, elle me l'avait dit, et là, rien. C'est-à-dire, les parts qu'on reçoit ne correspondent pas au passé relationnel, au lien qu'on avait avec le défunt. Donc voilà, une petite... c'est pour dire que l'égalité, elle a du bon, elle peut aussi décevoir. Mais en tout cas, elle est, je dirais, la règle majeure des partages, de la plupart des partages, évidemment. Qui dit règle, dit exception. Est-ce que j'ai encore une minute ou j'ai épuisé mon temps de parole? Oui, parce que... il faut bien se rendre compte que l'enjeu d'une succession, c'est certes le partage des biens, mais c'est aussi le partage des liens. C'est certes la réception, la distribution de parts, mais c'est aussi la recomposition des places. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu affectif et symbolique dans la division de l'héritage qui fait que c'est pas seulement telle somme ou tel bien qu'on a reçu, c'est à travers ce bien, comment on a été reconnu par le décujus. C'est là que ça fait mal. Donc c'est un sujet passionnel, et pour revenir à la réserve, il est vrai qu'elle... je dirais, elle met peut-être un peu un couvercle sur tout ça, mais finalement, les gens en sont pas mécontents. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, vous insistez sur le fait que la loi est un refuge. Vous avez pu constater que la loi est un refuge et une satisfaction pour le plus grand nombre. Et je dois dire que dans notre pratique, tous ceux qui sont notaires ici dans cette salle le constatent souvent, effectivement, à quel point
on va se servir de ça pour ne pas avoir aussi à prendre de décisions, parfois. C'est aussi un effet un peu pervers du système. Maître Delsol, vous avez la pratique également de ces règlements successoraux et vous avez un regard différent sur l'utilité de la réserve. Absolument. Merci, Maître Savouret, Monsieur le Président, de m'accueillir. Je trouve ça très intéressant que les avocats et les notaires puissent parler. Nous avons des points de vue qui sont bien sûr un peu différents parce que nous n'avons pas la même fenêtre sur le droit. Et puis j'ai, pour ma part, un point de vue qui, plus spécifiquement sur cet aspect, est peut-être plus anglo-saxon. Mais, vous l'avez dit d'ailleurs les uns et les autres, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, hein, comme disait Montaigne, puis Pascal d'ailleurs après lui. Donc, c'est dire que je ne crois pas, je le dis d'emblée, je ne crois pas que ce soit un domaine dans lequel il y ait une vérité. Il y a des approches qui ont des vertus et des défauts. Néanmoins, c'est vrai que, pour être à mon tour un peu provocateur, je dirais que la Chambre des notaires fait de la provocation dans la question qu'elle pose. Mais oui, parce que quand vous nous dites « peut-on déshériter », ce n'est pas tant le fait que vous imaginez qu'on puisse le faire, mais que vous imaginez qu'on ne peut pas le faire finalement. Et c'est surtout que vous posez la question de telle façon que vous fixez une règle comme quoi il y a forcément à ne pas déshériter et que déshériter serait un problème. Alors que, pour ma part, c'est vrai que j'essaye de m'ouvrir à la règle anglo-saxonne qui dit que le propriétaire, celui qui est propriétaire de biens, quel qu'il soit, a toute puissance, non pas l'État, mais lui, pour donner à qui il veut, donner de son vivant comme à sa mort, à qui il veut, ou presque d'ailleurs, j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, peut-être quelques mots très rapides, je ne vais pas vous embêter avec de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a deux grands courants dans le monde occidental et tous ses satellites, puisque beaucoup d'anciennes colonies anglaises d'un côté ou françaises pour l'essentiel ou espagnoles de l'autre, ont, selon les cas, donc du droit civil ou du droit anglo-saxon. Mais, au fond, les deux droits venaient du droit romain. Et le droit romain, c'était le pouvoir absolu, à ses débuts en tout cas, le pouvoir absolu de la personne, du testateur, de donner à qui il voulait. Sauf que le droit romain, à ses débuts, c'était bien un droit qui venait d'en bas, et non pas le droit qui venait d'en haut de l'État, comme le professeur Grimaldi ou vous-même, Maître Savouret, l'avez dit. C'est-à-dire que c'était un droit façonné par les juges du terrain, déterminant cas par cas ce qui convenait le mieux et en faisant à la fin une règle, mais susceptible d'évolution. C'est seulement à la fin, à partir de l'Empire, début donc du premier millénaire, que petit à petit s'élabore une règle, on l'appelle dans ce droit romain la légitime, qui permet de réserver dans certains cas, pas dans tous, une partie, mais modeste, un quart en gros, de l'héritage aux héritiers. En se disant quand même, sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas un vice du consentement? C'est à partir de là, je crois, mais le professeur Grimaldi confirmera, il est beaucoup plus savant que moi en la matière. Si c'est bien ça, c'est comme ça, moi en tout cas, que je le perçois. Ce qui est important, c'est qu'ensuite, au VIe siècle après Jésus-Christ, il y a un empereur qui s'appelle Justinien, qui est le dernier empereur d'Occident, enfin, qui était d'Orient et d'Occident, qui rétablit Rome, et qui, en même temps qu'il le rétablit, établit le droit par la loi. Ce droit qui était le droit d'en bas, il en fait un droit par en haut. Il dicte ou il fait dicter des documents extrêmement importants, extrêmement savants, des codes, des digestes, des institutes, qui font que la loi, le droit devient loi, et loi du souverain. Et puis l'Empire meurt, et on oublie tout ça. Sauf que le monde évolue de deux manières différentes, et c'est ça qui est intéressant. C'est que d'un côté, on a l'Angleterre,
une île qui a connu le droit romain, et surtout le premier droit romain, parce qu'elle n'a pas connu Justinien, qui en fait est colonisée assez rapidement à partir du VIe siècle, par les Angles, 5e siècle même, par les Angles, puis par des gens qui viennent du nord, hein, tous, donc des barbares en quelque sorte, puis ensuite par les Saxons, des Danois, puis ensuite par les Vikings, et les Vikings civilisés que sont les Normands, ensuite, et tous jusqu'aux Normands, enfin donc les Angles et les Saxons, ce sont des barbares qui ne connaissent pas le dernier droit romain, qui ne connaissent pas la réserve, et qui assimilent à la fois le premier droit latin et puis ce droit barbare pour en faire quelque chose que les Normands, quand ils arrivent au XIe siècle, en 1066, avec Guillaume le Conquérant, vont assimiler à leur tour sans réserve. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réserve dans le droit anglo-saxon, dans ce droit commun qui est le droit commun aux Angles, aux Saxons et à leurs prédécesseurs. Et donc, en fait, il y a cette liberté d'essai qui leur est complètement normale. Et vous le disiez très bien, madame, nous sommes des gens étranges à pratiquer cette réserve, car nous amputons le droit de propriété. Alors le professeur Grimaldi a défendu brillamment, évidemment, ce droit de propriété qui nous vient à nous dans cette dimension restreinte, limitée par l'État qui vient nous surveiller, qui vient dire oui, vous êtes propriétaire, mais comme en tout d'ailleurs, regardez aujourd'hui, on le disait tout à l'heure entre nous, on ne peut pas construire ce qu'on veut sur notre terrain. Hein, on est contraint par 1001 règlements. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'usine qu'on agence. Il faut respecter 1001 lois, etc. Eh bien, c'est pareil pour le droit de disposer de nos biens, et depuis plus longtemps, parce que le continent, par rapport à l'île anglo-normande, le continent a redécouvert le droit romain au XIe siècle, mais il l'a redécouvert à partir, non pas du droit ancien, qui était le droit d'en bas, que je vous ai décrit, mais à partir de la loi justinienne, de la loi de Justinien, qui était cette loi qui contenait la réserve, et le continent, et en particulier la France, mais pas seulement, le droit a été redécouvert d'abord dans le nord de l'Italie, à Bologne, et donc le continent a adopté cette réserve, qui est en fait une propriété limitée. Et c'est là le vrai débat. Qu'est-ce que la propriété? Et faut-il que l'État nous dise comment l'utiliser? Et notamment vis-à-vis de nos successeurs, mais pas seulement. Car en réalité, la réserve, Maître Savouré a rappelé comment ça fonctionnait, mais elle intègre, ou devrions-nous dire, elle réintègre toutes les donations antérieures. C'est dire qu'en fait, si vous donnez quelque chose de votre vivant librement, vous avez bien le droit de donner à la Croix-Rouge, ou à qui vous voulez, ce que vous voulez. Mais si c'est un tant soit peu excessif, parce qu'il y a je dirais qu'il y a des règles qui permettent d'admettre qu'on donne un petit peu, on donne le courant. Mais au-delà, les héritiers pourraient demander la réintégration, et le demandaient d'ailleurs dans un certain nombre de cas. C'est pour ça qu'on a fait que les associations reconnues d'utilité publique, qui peuvent donc recevoir des dons et des testaments, être couchés sur des testaments, ont fait inscrire dans la loi une disposition voulant qu'on pouvait demander aux héritiers de renoncer à leur droit de réduction lié à la réserve, pour éviter qu'on remette en question, au moment du décès du donateur, ce qu'il avait donné. Et donc, en fait, ce n'est pas seulement le testament, c'est la donation, et la donation qu'on rapporte au testament, que l'État nous dit « moi je sais, vous ne savez pas ». Et c'est là que, personnellement, je dis non, je crois que c'est une erreur. Je pense que la propriété est quelque chose qui est extrêmement importante, pour plein de raisons, et je vais dire d'abord parce que, peut-être à l'encontre de ce qu'un certain nombre peuvent penser, au risque de vous faire réagir, mais tant mieux, on est là pour ça, je crois qu'il ne faut pas totalement distinguer l'être de l'avoir, et que l'être se nourrit de l'avoir. Et donc la propriété est inhérente à l'homme, comme un économiste français du 19e siècle, Bastiat, disait « l'homme naît, au sens de naissance, propriétaire ». Il ne voulait pas dire qu'il naissait avec la cuillère en argent reçue de ses parents. Il voulait dire qu'il est
qu'il naît avec cette envie d'être propriétaire et ce besoin d'être propriétaire qu'il peut librement refuser. Il y a des gens qui vivent sans propriété, mais qu'il faut lui laisser parce que c'est un peu son accomplissement, l'accomplissement de sa personne et dans sa finalité. Et je crois que c'est si important qu'il vaut mieux que la loi s'en mêle le moins possible, et je ne dis pas du tout, car bien sûr il peut y avoir des vices du consentement, bien sûr il peut y avoir des excès, mais la loi et la jurisprudence sont capables de les cerner, de les limiter. C'est ce qui se passait dans le droit romain, d'où d'ailleurs la légitime, c'est ce qui se passe en droit anglo-saxon dans la plupart des pays qui le pratiquent, où il y a des limites jurisprudentielles, d'ailleurs le plus souvent, qui se sont construites. Et donc, sous ces seules réserves, je crois qu'il est préférable de laisser l'homme régir ses propriétés. Et je vais ajouter, si j'ai encore 2 minutes, que d'une certaine manière, c'est peut-être dans un certain nombre de cas souhaitable pour les enfants. Je voudrais citer Warren Buffett, c'est, je crois, la 2e fortune américaine et probablement peut-être 2e ou 3e fortune du monde, je ne sais pas, ça varie, qui, avec Bill Gates d'ailleurs, mais enfin c'est lui qui le disait, mais moi, Bill Gates a fait la même chose, je ne veux pas laisser à mes enfants plus que le nécessaire pour qu'ils fassent eux-mêmes quelque chose. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que leur donner trop, c'était les démunir, paradoxalement. C'était les amputer de cette volonté d'être propriétaires par eux-mêmes. Et donc, en réalité, qu'il préférait donner 99%, mais chez lui, 99%, ça laisse encore quelques dizaines de millions aux enfants. Donc, évidemment, tout le monde n'est pas au même niveau. Mais enfin, donner 99% de sa fortune à d'autres, comme le fait Bill Gates d'ailleurs, qui a tenu le même raisonnement, parce que c'est finalement aider ses enfants, et en même temps, c'est aider, j'ai dit la Croix-Rouge tout à l'heure, alors je vais continuer, les Croix-Rouges du monde entier. Et c'est vrai que finalement, en laissant cette liberté de donner, on peut, dans certains cas, ce que je viens de citer, aider 2 fois, et les enfants et les bénéficiaires de ces dons. Et donc, c'est là qu'on voit les limites de l'État. Mais je m'arrête là parce que j'ai épuisé mon temps de parole et qu'on aura d'autres moments pour en rediscuter. Mais je voulais poser le problème et vous expliquer pourquoi, avec toutes les réserves et les limites que j'ai énoncées, je défends plutôt la liberté de tester. C'est très clair et nous vous remercions beaucoup d'avoir apporté ces arguments à la discussion. Donc on va vous laisser la parole pour quelques questions avant de passer au thème suivant. Ce qui est clair un peu pour tout le monde, c'est que la réserve héréditaire fait partie de notre histoire. Je veux dire notre histoire en France en particulier, dans les pays d'inspiration de droit romain, d'origine de droit romain en particulier. C'est très ancré dans notre histoire et la question est de savoir si cette histoire évolue dans un sens où la réserve devrait être éventuellement supprimée, voire amodiée ou modifiée. Ce qui relie également tout le monde, c'est l'absence de vérité absolue, c'est-à-dire qu'on peut concevoir une position comme une autre position. Donc c'est une question de conviction, une question de culture, d'histoire. Et je voudrais également peut-être évacuer un point. La réserve n'a pas été conçue, mais je crois que ça a été dit un peu, la réserve n'a pas été conçue pour protéger les enfants à proprement parler. Contrairement à une idée fréquemment reçue, la réserve n'est pas faite pour ça. Il se trouve qu'elle est heureuse pour les enfants qui héritent par rapport à ceux qui n'héritent pas. Mais elle n'a pas été faite pour ça. La réserve, elle a été faite pour protéger, c'est une forme de paradoxe, le défunt, c'est-à-dire le testateur, contre ses propres emportements, contre des attirances extérieures, contre des influences qu'il ne pourrait pas maîtriser. La réserve, elle a été faite également pour protéger la famille. La famille, on l'a dit tout à l'heure, la paix familiale passe par l'égalité, puisque l'aspiration, c'est ce que vous disiez, madame, l'aspiration la plus collective, la plus généralement partagée dans la famille, c'est l'égalité entre les enfants. Et donc la réserve est synonyme d'une paix familiale. Ça ne veut pas dire naturellement, maître Del Sol, qu'on ne peut pas vivre en paix sans réserve héréditaire, et tous les anglo-saxons ne sont pas en procès devant les tribunaux. Néanmoins, ça a été conçu comme ça, et puis finalement a été conçu comme un instrument de paix sociale, tout simplement, parce que la paix chez l'individu et la paix dans la famille, c'est la paix sociale. Voilà, donc on peut contester ça. Disons qu'elle a été un peu conçue comme ça. Cela étant dit, quels sont, si vous souhaitez intervenir, poser des questions à tous nos éminents intervenants, apporter un témoignage, peut-être un témoignage personnel, je ne sais pas, c'est plus difficile, ou un avis, ou avant qu'on passe au thème suivant, c'est le moment. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous souhaite participer à cette discussion? Oui, madame. Un micro est à votre disposition et arrive
immédiatement. Je me demandais quelle influence la culture populaire américaine avait pu avoir en France, notamment, je pense à toutes les séries, aux romans policiers dans lesquels on entend « je te déshérite » et du coup, ça revient comme une plaisanterie dans la culture populaire française. Donc je me demandais s'il y avait eu une espèce de perméabilité justement à ce qu'on entendait dans la culture populaire américaine ici. Maître Delsola, est-ce que vous avez envie de répondre à cette question? Vous qui incarnez ici je représente la culture anglo-saxonne. De la même manière que maintenant les Français disent parfois au tribunal « votre honneur » parce qu'ils ont entendu ça dans les séries, c'est ça que je pensais. Oui, il y a évidemment, je dirais, un mondialisme culturel, une accélération des échanges, surtout au travers d'ailleurs de la télévision, mais aussi des romans, vous avez raison, qui fait que les gens se posent sûrement plus de questions aujourd'hui qu'hier. Je pense que c'est vrai aussi à cause de l'éclatement des familles. Et c'est peut-être même, on en a peu parlé jusqu'à présent, mais je trouve que c'est un point, j'en profite de votre question pour le dire, qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on sait que pratiquement un couple sur deux qui se marie divorcera. On dit 45% parce que c'est plus de la moitié de divorces, mais il y a des gens qui divorcent plusieurs fois. Et donc, cela donne évidemment des familles de plus en plus décomposées, successives, et ça complique beaucoup. Alors, à partir de là, on a toujours deux thèses. Est-ce qu'il faut que la loi soit de plus en plus prégnante, de plus en plus précise, pour régler des situations de plus en plus complexes, et les notaires en savent mieux que moi quelque chose, ou est-ce qu'il faut au contraire redonner leur liberté aux individus, aux parents qui sont des parents eux aussi successifs? Et je pense que c'est plutôt la deuxième version qui est la plus appropriée en termes de réponse à ces situations, et c'est aussi ce que pensent les anglo-saxons et ce qu'on voit dans les films et les romans que vous évoquez. Oui, un mot simplement pour répondre à votre question. Au passage, j'ajoute que précisément parce que les familles se décomposent et qu'il y a des enfants de différentes unions, raison de plus pour veiller à ce que l'égalité soit assurée entre eux, ce que la réserve permet. Alors que supprimer la réserve, et on verra les enfants, les derniers enfants, hérités et les premiers chassés. Bon, alors cela dit, ce que vous dites, madame, est intéressant parce qu'il est exact qu'au travers des feuilletons, c'est une culture américaine qui nous devient familière. Et vous évoquiez les votre honneur que certains justiciables français adressent à leurs juges. Je dois en être content, parce qu'on ne les appelle pas comme ça normalement. Mais en tout cas, vous aurez observé que dans ces feuilletons américains, le juge est un personnage considérable. Le droit aux États-Unis se fait dans les enceintes judiciaires. Le procès, c'est le droit qui naît. Est-ce que nous avons cette culture, nous? Non. Nous, le procès est ressenti comme un échec. Il y a une vieille tradition chez nous qui est hostile au procès. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Pourquoi? Mais parce que notre droit est un droit légiféré, alors que là-bas, c'est un droit créé par le juge. Tout cela est lié à notre sujet. Parce qu'il existe une réserve, c'est la loi qui décide impérativement, dans certaines circonstances, c'est-à-dire enfant ou conjoint, qui décide impérativement du sort d'une partie. Il ne faut pas exagérer, c'est pas non plus tout. Le conjoint, ça n'est qu'un quart. Il peut encore jouer avec les trois quarts s'il veut gratifier la Croix-Rouge. Et les enfants, on discutera tout à l'heure du taux, mais on décide impérativement ce que reviendra aux enfants et on tarie le contentieux. Là où vous laissez une liberté complète, c'est le juge qui finalement va arbitrer. Donc, entre la conception que l'on a du rôle du juge et la réserve héréditaire et la liberté testamentaire, il y a plus qu'un lien de parenté. C'est pourquoi je crois, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est une question de culture. Et moi j'ajouterais une chose, il ne faudrait pas dire que c'est l'État qui nous interdit de léguer. C'est la loi. La loi, ça n'est pas l'État. La loi, c'est le Parlement, ce sont les organes législatifs qui décident quelles sont les règles du contrat social. Je veux dire, si les Français ne sont pas contents de la réserve, mais ils peuvent la supprimer par la voie de leur Parlement. Nous sommes dans une dictature de l'État. Je crois que sur ce point, c'est un point qui me paraît important. La réserve, je la subis ou je l'aime, parce que je l'ai voulu. Pour donner un regard également de praticien, donc de notaire un peu, pour répondre à votre question, on n'a pas le sentiment
y compris sous influence éventuellement des feuilletons, on n'a pas un sentiment de devoir faire évoluer cette réserve et de devoir avoir une grande liberté testamentaire. C'est un débat qui est posé notamment par des affaires souvent médiatiques, et c'est un vrai débat. Si on le mène ici, c'est parce qu'on estime que c'est une vraie question qui doit être posée, mais en revanche, nous n'avons pas le sentiment qu'il y ait dans la population, dans les familles que l'on rencontre, une volonté de retrouver une totale liberté testamentaire, parce qu'encore une fois, comme vous le rappeliez, l'aspiration égalitaire est telle que finalement, la question de la réserve héréditaire vient presque en second rang et se contente et se cantonne à des situations familiales finalement relativement difficiles. Vous voulez intervenir? Oui, ben oui. Cela dit, effectivement, comme dit mon voisin de droite, l'aspiration à l'égalité, d'accord, mais avec l'augmentation des divorces, des familles recomposées, des enfants de premier lit, de deuxième lit, etc., hein, il n'est pas dit que cette aspiration reste aussi solide. Voilà. C'est pas dit. Y a-t-il d'autres interventions souhaitées ou d'autres questions? Madame, devant. Alors, madame qui a un micro et après vous. Ma question, elle est pour Maître Del Sol. Vous avez dit donner, c'est démunir. Et du coup, je voulais savoir un petit peu ce que vous voulez dire par là. Est-ce que démunir, est-ce que c'est démunir de l'envie d'acquérir seul? Ou est-ce que c'est... Parce que le fait d'hériter, selon moi, n'empêche pas pourtant d'acquérir seul à côté. Oui, bien sûr. C'était un peu paradoxal ce que j'ai voulu dire pour justement mettre en relief l'idée que j'ai vécu, moi, personnellement, beaucoup de situations dans lesquelles j'ai envie de dire pauvre riche. Excusez-moi, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Mais je vois les enfants de riches pauvres de leur richesse. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est-à-dire pauvres de ne pas avoir à se bouger pour gagner, se bouger pour réussir. Et au fond, c'est pour ça que j'ai cité Buffett et Goethe, parce que je trouve leur démarche d'une certaine manière remarquable. Même si, je vais vous dire, le mieux encore, c'est sans doute, quand on s'appelle Warren Buffett, d'apprendre à ses enfants à lui succéder et à continuer de développer des affaires, ce qui est infiniment plus compliqué, et ce qui néanmoins contribue beaucoup plus au développement d'un pays. Mais c'est tellement plus compliqué qu'il faut être des héros pour ça. Et donc je dis simplement, c'est ambigu tout ça, parce que, d'abord là je donne des exemples de riches, et ça n'est pas le commun des mortels, le commun que nous sommes, enfin il y a peut-être des gens très riches parmi vous, mais le commun que nous sommes, auquel j'appartiens, ce sont des gens qui ont juste envie d'aider leurs enfants à avoir une première marche. Et ça, c'est beaucoup plus sain. Mais c'est là que je dis la loi ne peut pas tout dire parce que les situations individuelles sont toutes différentes. Et que dans bien des cas, et même dans des situations moyennes comme celles que je viens d'évoquer, le meilleur service qu'on rende à ses enfants, c'est de lui le laisser gagner sa vie lui-même. C'est peut-être le meilleur cadeau que vous pouvez lui faire. Et donc, voilà, je dis attention. Pourquoi l'État se mêle de ça? Et d'une certaine manière, pourquoi je pose cette question? Mais parce que je pense que dans les pays de droit civil, où il y a ce réflexe, alors de l'État, je crois, professeur Grimaldi, avoir d'ailleurs employé votre expression, parce que je partage évidemment ce que vous dites sur le fait que ce n'est pas le droit de l'État, mais que c'est le droit du souverain. Et ce droit du souverain, eh bien, en réalité, je pense qu'il nous infantilise et que c'est la raison pour laquelle, sur bien des points, les pays anglo-saxons, avec tous les défauts qu'ils ont une force, une capacité de développement qui est supérieure à la nôtre. Sur cet aspect éducatif, peut-être, pardon madame, sur cet aspect éducatif ou contre-éducatif éventuellement de la réserve héréditaire? Non, la question de savoir si il vaut mieux ne pas hériter, être pauvre et faire sa fortune par soi-même, plutôt que d'hériter de celle de ses parents, la réponse est évidente. On admire plus celui qui a réussi que celui qui s'est contenté d'hériter. Bon. Mais pour autant, ça ne me paraît pas justifier, je répète, la mise à l'écart de la réserve.
La réserve est une institution d'organisation sociale, d'organisation des familles, d'organisation de la propriété. Et ça n'est pas du point de vue de l'héritier qu'il faut se placer. Rien ne justifie l'héritage, rien. Puisque quelqu'un reçoit de l'argent qui n'est dû ni à son travail, ni à son talent. C'est-à-dire les deux causes qui peuvent justifier qu'on s'enrichisse. On travaille beaucoup, on travaille peu, on a du talent. Bon. Mais là, bon, ça tombe du ciel. C'est injustifiable. Donc ça correspond à une, je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit, à une conception d'organisation sociale. Alors certains ont dit, je sais, certains ont dit, regardez l'Angleterre. En Angleterre, ce sont les cadets qui n'héritaient pas, qui du coup ont créé l'Empire anglais. Mais jusqu'à nouvel ordre, l'Empire français a été aussi étendu que l'Empire anglais. Hein, bon, et malgré la réserve. Je trouve que là-dedans, il n'y a pas de vérité. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, l'argent peut faire le malheur des héritiers. Il peut faire aussi le malheur de ceux qui l'ont gagné. Trop d'argent peut pulvériser les familles, bien sûr. Mais la règle, la loi, résonne sur le cas général. Donc ce n'est pas Warren Buffett, ce n'est pas non plus le prolétaire intégral qui laisse une chaise et une voiture. Bon, donc on raisonne sur des patrimoines moyens. Eh bien, pour ce cas général, la réserve me paraît bonne. Et maintenant, je vais vous dire, les très grosses fortunes, elles trouvent le moyen d'éluder la réserve. Et ça, de toutes les façons, parce qu'elles en ont les moyens. Voyez-le. Voyez les États-Unis. Madame. Oui, bonsoir. Bon, en ce qui me concerne personnellement, je suis plutôt de l'avis du professeur Grimaldi que de... Voilà, je pense qu'on a une culture bien française attachée à la réserve. Cependant, la réserve me paraît un petit peu un colosse au pied d'argile, parce qu'il y a quand même très longtemps que la réserve est attaquée par le biais de souscription de contrats d'assurance vie. Donc, Madame Gottman dit que la réserve est quelque chose qui tient à cœur des Français. Moi, je pense qu'au contraire, on est en train de plus en plus de rentrer dans un processus d'anglo-saxonisme, où les gens ont de plus en plus envie d'avoir justement la main sur la transmission de leur patrimoine. Ce que je vous propose, madame, c'est que sur cette question, on la garde pour la troisième séquence qu'on va faire tout à l'heure sur l'évolution de la réserve, parce que c'est évidemment une question très importante dont on avons discuté tout à l'heure. Si vous le permettez, on garde ça pour tout à l'heure. D'accord ? Alors, deuxième séquence, on parle un peu de l'international. Donc pour resituer pour ceux qui n'ont pas nécessairement suivi ces débats, qui ne sont pas au fait de ces questions, la question est la suivante. Une famille française vit en France, et puis le père ou la mère de famille part vivre à l'étranger, dans un pays qui ne connaît pas la réserve héréditaire, comme l'Angleterre ou comme les États-Unis, et il décède, en laissant ses enfants en France. La loi américaine ou la loi anglaise autorise une totale liberté testamentaire qui fait que ce monsieur ou cette dame peut, volontairement ou pas d'ailleurs, déshériter ses enfants. Peut-être qu'il est parti exprès pour ça, mais peut-être qu'il n'est pas parti exprès pour ça. Et donc la question est de savoir si le droit français s'impose et doit régler la question avec l'application de la réserve héréditaire, alors même que la succession sera réglée par un droit étranger. Autrement dit, est-ce que notre réserve héréditaire s'impose, je le dis un peu rapidement, mais dans l'ordre international, et s'oppose à l'application en France d'un droit étranger qui ne connaît pas la réserve héréditaire, ou non ? Ou est-ce que le droit étranger doit s'appliquer en France avec sa totale liberté, alors même qu'il s'agit d'un Français qui a vécu en France et qui a des enfants et éventuellement du patrimoine en France ? Cette question est difficile et a agité beaucoup la doctrine et la réflexion générale, et il y a eu deux affaires portées devant les tribunaux, dont l'une concerne, c'est une affaire connue, qui concerne la famille de Jean-Michel Jarre, puisque son père est allé vivre aux États-Unis. Et puis Jean-Michel Jarre a été, on va dire, partiellement déshérité et a invoqué justement ce droit à réserve héréditaire devant les tribunaux français. Et puis une deuxième, qui s'appelle l'affaire Colombier, qui est une affaire de même nature. Et les tribunaux français ont dit la réserve héréditaire française ne s'oppose pas à l'application d'un droit étranger en France. Donc ceux qui pensaient que la réserve héréditaire devait s'opposer ont été déçus, les autres ont été contents. Et donc c'est intéressant d'avoir vos avis sur cette évolution, d'autant plus qu'on en a encore reparlé tout à fait récemment, mais ça n'est pas tranché encore par les tribunaux, évidemment par l'affaire Johnny qui a défrayé la chronique, puisque Johnny Hallyday avait fort opportunément élu domicile aux États-Unis avec un testament déshéritant partiellement ses enfants, comme tout le monde le sait. Et donc la grande question sera de savoir si oui ou non il vivait vraiment aux États-Unis, et dans l'hypothèse où il vivait aux États-Unis, est-ce que oui ou non il peut déshériter Laura et David ?
Voilà, donc la France entière se passionne pour ce débat. Donc on est très heureux d'avoir votre avis, monsieur le professeur, déjà, sur cette évolution de la jurisprudence très importante. Je saisis la balle au bon. Il déshérite 2 enfants sur 4. Oui. Autrement dit, il divise la famille. Ils auraient tous déshérité, la famille se serait rassemblée, réunie dans le malheur. Mais là, on voit bien la protection que la réserve assure dans l'ordre familial. Ça interdit d'exclure des enfants et d'en avantager d'autres. Bon, je passe. Alors, vous avez très bien posé la question. C'est une évidence que dans un monde globalisé où les personnes circulent et où les fortunes circulent, les successions, qui ont quelque importance, soyons clairs, s'internationalisent. Soit que l'on décide d'aller mourir ailleurs que chez soi, on s'expatrie, soit que, restant chez soi, on acquiert ailleurs, ce qui est une autre possibilité d'internationaliser sa succession. Alors, je ne pense pas que, et j'en suis heureux, que j'ai affaire à des techniciens particuliers du droit international privé, mais vous avez très bien posé le problème. Devant une succession qui a un aspect international, la première question à se poser, c'est quelle est la loi qu'on applique? Bon, alors, très simplement, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à un règlement européen qui est entré en application en 2015, le droit français distinguait les immeubles relevés de la loi où les immeubles étaient situés, puis tous les meubles, l'argent, les parts sociales, tous les meubles relevés de la loi du dernier domicile du défunt. Tout cela a changé. Aujourd'hui, tous les biens, meubles ou immeubles, relèvent de la loi du dernier domicile, mais avec une possibilité pour le décujus, c'est-à-dire celui qui va mourir, hein, celui de la succession duquel il s'agit, de choisir une autre loi qui ne peut être que sa loi nationale. Bien. Alors, la question que vous avez très bien posée est claire. Si la loi étrangère, qui est applicable d'après la règle française, la loi du dernier domicile, ou la loi nationale qu'a choisi le défunt, si cette loi ignore la réserve, est-ce que le juge français va l'appliquer ou est-ce qu'il va la chasser parce qu'il considérera que cette loi contrarie des valeurs fondamentales du droit français? Pour illustrer ce propos, on considère par exemple que si un Français veut divorcer et que la loi applicable ne connaît pas le divorce, eh bien le juge français écartera la loi étrangère. S'il s'agit d'un Français domicilié en France, il doit pouvoir divorcer. Et si la loi normalement applicable ne le lui permet pas, on l'écartera. Le juge français a récemment écarté une loi normalement compétente qui était la loi marocaine et qui interdisait le mariage homosexuel. Eh bien, le juge français a considéré que cette loi marocaine, il fallait l'écarter, bien qu'elle fût normalement compétente, parce que ça contrariait des valeurs fondamentales du droit français. Eh bien, c'est la question qu'on s'est posée à propos de la réserve. Alors, il faut bien en mesurer l'impact. Par exemple, prenez le cas de Johnny Hallyday, tout le monde y pense. Bon, un Français meurt domicilié aux États-Unis, mais supposons qu'il n'y ait aucune fraude, hein, ce qui était le cas dans la succession Jarre. Ils sont allés vivre aux États-Unis, j'ai envie de vivre aux États-Unis. Bon. Est-ce que ce Français domicilié aux États-Unis va pouvoir par testament exhéréder totalement 2 de ses enfants, voire tous ses enfants, voire son conjoint, parce que la loi applicable est la loi américaine? Ou est-ce que le juge français, s'il est saisi de l'affaire, dira non, moi je ne veux pas de cette loi? Autre exemple, si vous prenez un Américain qui vit en France, et qui a des enfants français, domiciliés en France, est-ce que cet Américain, dont la succession sera a priori soumise à la loi française, son dernier domicile, peut dire « je choisis ma loi nationale, la loi américaine, et j'exhérède tous mes enfants situés en France ». C'est une question, donc vous voyez, une question majeure. Alors la Cour de cassation a répondu par 2 arrêts fort célèbres de septembre 2017. Elle a répondu que la réserve ne relevait pas de l'ordre public international français. Elle a dit plus exactement qu'une loi étrangère ne devait pas être par principe écartée au motif qu'elle ignorait la réserve. Et qu'il appartenait au juge de vérifier si l'application de la loi n'aboutissait pas à un résultat qui était manifestement contraire, l'état concret, manifestement contraire aux valeurs françaises, et la Cour a ajouté que, dans cette affaire-là, il avait été constaté qu'aucun des héritiers exhérédés n'était en état de besoin ni en état de nécessité. Je trouve cette solution mauvaise, calamiteuse, et je le dis devant Bernard Rénis, qui n'y siégeait pas à ce moment. Ah, si, il y était. Bernard Rénis, ancien président de cette Chambre et maintenant conseiller de la Cour de cassation, et je la trouve, je ne l'aime pas pour 2 raisons. Pas Bernard Rénis. Non, Bernard Rénis, je l'adore, ça c'est autre chose, mais il le sait. Mais pour 2 raisons. D'abord, c'est une solution dont on ne saisit pas très bien la portée.
Par exemple, quel sera le critère de l'état de besoin? Alors on peut dire, bon, un enfant est dans le besoin. Oui, mais vous savez, selon son niveau social, le curseur du besoin ne se situe pas au même niveau. Et puis est-ce qu'on prendra en compte la cause de l'état de besoin? Est-ce qu'on traitait de la même manière l'enfant handicapé, l'enfant flemmard qui n'a jamais rien foutu, et qui du coup n'a pas de job parce qu'il n'a jamais voulu travailler? Celui-là, on va lui dire, ouais, état de besoin, on va lui accorder un droit. Le critère de l'état de besoin, on ne le connaît pas très bien. Et puis, ce qui est plus grave, quel sera le remède? S'il y a un enfant sur 3 en état de besoin, la Cour ne nous l'a pas dit ça. Est-ce qu'on va dire, bon, on ne veut pas de la loi américaine, on applique la loi française? Et alors à ce moment-là, tous les enfants auront une réserve, même ceux qui ne sont pas en état de besoin, alors on ne comprend plus rien, puisque le remède n'est pas adapté au mal. Ou bien on dit, ah ben non, seul l'enfant qui est en état de besoin aura droit à quelque chose. Mais ce quelque chose décidé par qui? Par le juge? Eh bien moi, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie que ce soit le juge qui décide de la dévolution des biens. Et là, on retrouve la culture de common law avec la toute-puissance du juge. Bon. Donc, la portée de la jurisprudence est incertaine, et puis ce que je trouve de plus grave, c'est que le principe même qu'a posé la Cour de cassation, à savoir que la réserve ne relevait pas de l'ordre public international, me paraît une erreur. 1. La réserve a été maintenue en France après un âpre débat. On en a discuté au moment des réformes des successions en 2001 et en 2006. Or, l'ordre public international, il protège des valeurs universelles, l'égalité des sexes, enfin, universelles, que l'on tient pour universelles aujourd'hui, comme l'égalité des sexes, la non-discrimination. Mais l'ordre public peut aussi protéger des règles qui ne sont pas universelles, mais qui ont été consacrées dans un droit interne, après une discussion, et que du même coup, on veut protéger de la subversion de règles étrangères. Donc c'est une première raison. Deuxième raison, la réserve, on peut ne pas la défendre, et je comprends tout à fait le point de vue de Bertrand Delson. Ce sont deux visions différentes, mais aussi légitimes l'une que l'autre. Si l'on défend la réserve, c'est parce qu'on sépare la famille, les libertés individuelles, et tout ça, ça ne suffit pas pour considérer que ce sont des valeurs fondamentales. Moi, je trouve naturel qu'on considère que le mariage homosexuel relève de l'ordre public international. Ça ne me choque pas, parce que c'est quelque chose qui a été admis en France après un très vif débat. Mais qu'on ne me dise pas que la réserve est secondaire par rapport au mariage homosexuel. Je trouve que dans les valeurs fondatrices d'une société, la réserve est aussi importante. Et j'ajouterai pour terminer que cette jurisprudence me paraît d'autant plus fâcheuse que la réserve, finalement, protège, certes, les héritiers, c'est sûr, contre la volonté testamentaire. Mais il faut que vous sachiez, surtout ceux, évidemment, qui ne sont pas juristes de métier, que le droit français protège la liberté testamentaire dans son domaine, en interdisant ce qu'on appelle tous les pactes de succession future. C'est-à-dire qu'au fond, nul ne peut aliéner sa liberté testamentaire. Autrement dit, je ne peux pas disposer de toute ma succession parce que j'ai des enfants ou un conjoint. La loi protège mes enfants et mon conjoint. Mais ma liberté testamentaire, je ne peux en aucune façon l'aliéner. Jusqu'à mon dernier souffle, je pourrais décider du sort des biens que je laisserai à ma mort. C'est un bel équilibre. Je trouve dommage que la plus haute juridiction française considère que c'est affaire de cas par cas. Et après tout, qu'ainsi, elle ouvre la porte à la common law, qui est une très grande culture juridique, ça c'est incontestable. Mais ce n'est pas la mienne, et ce n'est pas la vôtre, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Maître Delsol, est-ce que vous conseillez à vos clients d'aller s'installer aux États-Unis? J'ai conseillé à beaucoup de gens de partir à l'étranger, puisqu'ils venaient me voir pour ça, donc mais pas forcément à cause de la réserve. C'est mon métier d'aider à la mobilité. Donc, mais ceci dit, évidemment, les problèmes de succession sont un des éléments à prendre en compte, c'est vrai. Alors, voulez-vous que je continue? Oui, sur ce sujet. Évidemment, ce qu'a dit le professeur Grimaldi est tout à fait important par rapport à ces deux arrêts dans lesquels la Cour de cassation s'est prononcée très clairement en faveur d'une ouverture, mais aussi parce que la loi l'y incitait, c'est mon point de vue. Et moi, personnellement, si le président de la Cour de cassation était là, je lui dirais merci et bravo. Mais ce que je veux dire, c'est que on est toujours dans ce même débat. Faut-il s'en remettre à une loi qui, par définition, est générale et donc ne prend pas en compte les cas particuliers, ou vaut-il mieux s'en remettre à un juge? Alors, je veux simplement noter que
dans le common law. Je dis le common law parce que law, dans ce cas-là, qui a deux sens en français, law c'est loi ou droit. Et quand on dit common law, c'est le droit, c'est pas la loi. Et donc le common law n'est pas livré à l'arbitraire des juges, loin de là. Et en fait, dans le common law, les juges sont liés par les précédents, c'est-à-dire par la jurisprudence qui a été antérieure. Ils peuvent y déroger, mais ils ne peuvent y déroger qu'en justifiant de leur dérogation, ce qui est différent. Je vais dire d'ailleurs, et je trouve ça très intéressant parce qu'on va peut-être en arriver là en France aussi pour une autre raison. C'est l'évolution du droit, et simplement sans rentrer dans la technique, je crois que c'est important aussi de comprendre ça, c'est que aujourd'hui, on a déjà un peu, et on va avoir beaucoup, dans nos métiers de notaire, d'avocat, de magistrat, des bases de données considérables. Jusqu'à présent, on connaissait un peu les jurisprudences, les principales jurisprudences antérieures, mais tout n'était pas publié. On ne pouvait pas tout connaître parce que nous ne sommes que des hommes. Désormais, on a des outils. Il suffit de cliquer sur un bouton, enfin de le faire un peu intelligemment, et on a tout ce qui a été dit sur ce sujet pointu qui fait que... Et donc, en fait, tout l'état de la question nous est donné, et peut nous être donné d'ailleurs de manière synthétique, avec les cas qui dérogent. Et les magistrats qui vont avoir cet outil aussi vont être tentés d'avoir une attitude anglo-saxonne, disant ben, je suis l'évolution. Ça va être beaucoup plus difficile de déroger au cas précédent, et donc le pouvoir des juges, par ces outils, va augmenter aussi en France. Et je pense qu'il faut que nous le prenions en compte dans notre réflexion sur ce sujet comme sur d'autres. Et je voudrais simplement rajouter, pour terminer, que dans ce débat, est-ce que la propriété est celle, finalement, malgré tout, quoi que vous en disiez, professeur Grimaldi, est-ce que la propriété est tout entière celle du testateur, celle de celui qui peut tester ou pas, d'ailleurs, enfin, dont les biens vont être dévolus à des héritiers et peut-être d'autres, ou celle des héritiers? Moi, je suis très choqué, je dois le dire, par la défense des héritiers colombiers dans un de ces deux arrêts américains, qui demandaient à la Cour de cassation de rétablir la réserve à leur profit, alors même que leur père, avec une partie de sa famille, vivait depuis 25 ans aux États-Unis, en soutenant ceci, c'est que la réserve, pour eux, avait vocation, alors de protéger la famille, on l'a dit tout à l'heure, l'égalité des enfants. Bon, mais pourquoi? Pourquoi? Attention, je dis simplement attention, l'égalité n'est pas une vertu en soi. C'est un moyen, c'est quelque chose qui peut contribuer à la paix des familles, je ne le nie pas, mais est-ce véritablement le critère? Toujours pas forcément. Et surtout, et c'est là que j'étais un peu choqué, c'était nécessaire pour eux de rétablir la réserve pour respecter les volontés et libertés, mais non pas du testateur, individuelles des héritiers, comme un principe essentiel, je lis leur requête, comme un principe essentiel du droit français relevant de l'ordre public international. Mais la liberté, c'est celle du propriétaire, c'est pas celle de celui qui n'a pas créé cette propriété, qui ne l'a pas achetée, qui ne l'a pas travaillé pour ça. Donc remettons simplement un peu les choses à leur place. Merci. Merci beaucoup. Vous allez répondre. Merci beaucoup. J'ajoute qu'il y a toute une catégorie de personnes qui ont été extrêmement rassurées par ces arrêts de la Cour de cassation. C'est tous les Américains et tous les Anglais qui ont envoyé leur rejeton en France et qui, pendant tout le temps du débat, étaient dans l'effroi terrible d'avoir à ne pas pouvoir faire ce qu'ils voulaient parce que simplement leurs enfants vivaient en France ou faisaient leurs études en France et qui nous interrogeaient en nous disant finalement est-ce qu'il ne faut pas que je les rapatrie vite fait? Et ils ont été extrêmement rassurés. Bon, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de ramasser le troisième thème et de concentrer les questions sur la fin. Notre troisième thème, c'était la question de l'évolution de la réserve. C'est-à-dire que, bon, il y a un débat, y compris sur l'ordre international. Maintenant, est-ce que pour autant, quand on est défenseur de la réserve, est-ce qu'on peut admettre qu'elles doivent évoluer? Parce que la société évolue, après tout, les familles ne sont pas les mêmes, les patrimoines ne sont pas les mêmes. Et comment, à ce moment-là, quelles sont les pistes qu'on pourrait proposer pour faire évoluer la réserve? Et à l'inverse, si on est
Si on considère que la réserve ne doit pas être maintenue, est-ce que néanmoins on pourrait accepter une certaine forme de réserve qui serait acceptable par rapport à celle qui existe aujourd'hui? Voilà ce que chacun vous pourriez dire sur ce sujet. J'ai le droit de dire un mot sur le sujet précédent. Je suis incapable de vous en empêcher. Alors, je vais en dire deux. Premier mot, mais les héritiers, ce qu'ils disaient était tout à fait légitime. Ils disaient la réserve protège les libertés individuelles, mais pas la liberté individuelle du propriétaire. Ils protégeaient nos libertés individuelles contre le pouvoir testamentaire de sanctionner un exercice des libertés qui serait mal jugé par le testateur. La liberté du mariage de l'enfant est protégée, en ce sens qu'il ne risque pas d'être exhérédé parce qu'il se marie avec quelqu'un qui ne plaît pas à son auteur. C'est ça qu'il soutenait. Ça, c'est un argument historique tout à fait valable. Deuxième point, j'aimerais retourner la question. Pensez-vous qu'un juge américain appliquera la loi française, supposée compétente naturellement selon le droit américain, et acceptera donc l'existence d'une réserve? Eh bien, je suis moi sûr que non. Parce que si j'en juge par la position des juges américains lorsqu'ils ont à apprécier un contrat de mariage français, où ils ne veulent pas en entendre parler parce que ça ne correspond pas à leur vision des choses, donc je veux bien qu'on se montre libéral en pays de droit continental et qu'on estime que la common law est parfaitement supportable, mais j'aimerais que la réciproque fût vraie et qu'en pays de common law, on admette aussi que le droit continental a ses vertus, ses mérites, et que nous, majoritairement, pas tous, il nous convient. Bon, voilà. Alors, très rapidement sur le dernier point. Il me semble que les évolutions possibles de la réserve, elles pourraient se faire dans deux directions. La première direction serait de restaurer une certaine cohérence à la réserve. On suppose qu'on la maintient. Si on la supprime, on n'en parle plus. Bon. Et puis, la seconde direction consistera à lui apporter certains assouplissements. Alors, sa cohérence. Pourquoi faut-il peut-être la rétablir? C'est parce qu'il existe aujourd'hui des moyens de la contourner. Et cela, c'est extrêmement fâcheux. Alors, je ne parle pas de celui qui va s'installer à l'étranger de manière fictive. On saura débusquer la fraude à la loi. Mais le grand scandale, c'est l'assurance vie que vous évoquiez. Il est absolument invraisemblable que par la suite d'une jurisprudence de la Cour de cassation, pardon Bernard, mais là tu n'y étais pas à ce moment-là, d'une jurisprudence de la Cour de cassation, il ait été décidé que les contrats d'assurance vie, tels qu'ils ont évolué, c'est-à-dire des produits de pur placement, soient complètement soustraits au droit successoral et singulièrement à la réserve héréditaire. De sorte que le père qui a 3 immeubles ne peut pas les léguer tous les 3 à sa concubine, mais que s'il vend les immeubles et qu'il passe sa prime en assurance vie, eh bien, la concubine recevra tout cela. On dira que c'est de l'assurance vie, que c'est hors succession, sauf prime manifestement exagérée, exagération dont le critère est si difficile à comprendre que la Cour de cassation croit, on peut le dire, une quantité d'arrêts chaque année considérable et que je mets au défi quiconque de trouver le juste critère de l'exagération. Je trouve que ça n'est pas bien que le droit porte en lui-même sa contradiction. Ou la réserve existe, ou elle n'existe pas, mais si elle existe, on ne permet pas de la contourner par l'assurance vie. Et là, coup de chapeau aux Belges, qui sont des gens souvent plus courageux que nous en matière juridique, la Cour constitutionnelle belge, la Cour d'arbitrage belge ont décidé que ces contrats d'assurance vie, ils étaient dans la succession. Et en décidant cela, ils ont annulé une loi scélérate que les assureurs avaient obtenue du Parlement belge. Là, il y a un effort à faire de ce côté-là, parce que vous avez raison de le dire. Souvent, quand on dit la réserve, on nous répond, mais la réserve, regardez, avec l'assurance vie, on fait ce qu'on veut. Ben oui, ben c'est pas bien. Voilà. Donc la cohérence serait de remettre cela dans la succession. Maintenant, assouplir la réserve, on peut imaginer beaucoup de choses. On a fait déjà pas mal en 2000. Bon, d'abord, on a fait 2 choses importantes. On a considéré que lorsqu'une libéralité portait atteinte à la réserve, en termes techniques, la réduction se fait en valeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le donataire garde le bien, le légataire réclame le bien, il doit indemniser les héritiers réservataires. Bon, c'est un assouplissement, il ne faut pas exagérer. Le droit de disposer à titre gratuit n'a pas progressé d'1 millimètre. Hein. Dans la mesure où le donataire ou le légataire subit la réduction en valeur, il achète le bien, en quelque sorte. Hein. Bon, donc, il ne faut pas exagérer, mais enfin, quand même, ça permet au moins de permettre au donataire ou au légataire de conserver le bien. Et puis, cela a été évoqué, la loi de 2006 permet à l'héritier réservataire de renoncer à demander la réduction d'une libéralité avant que la succession ne s'ouvre, ce qui est une manière de consolider les transmissions. Peut-on aller vers plus de souplesse? Je crois que oui, je ne dis pas que tout soit à retenir. On pourrait reconsidérer le taux de la réserve. 1/4 pour le conjoint, ça va, ça me paraît raisonnable. 3/4, c'est beaucoup. On pourrait admettre que quel que soit au fond le nombre d'enfants, la réserve est de moitié. Dire qu'au fond, le décujus peut toujours disposer librement de la moitié de ses biens.
Ça, c'est quelque chose dont il a été question, qui serait concevable. On pourrait aussi, dans un autre ordre d'idées, imaginer ce qui existe, enfin introduire plutôt chez nous, ce qui existe en Suisse ou en Espagne, des causes de déchéance de la réserve que le décujus a à sa disposition dans des cas limités. Dans tous les cas où il y a eu un comportement tel de l'héritier que la réserve ne justifie plus. Le cas type est celui où l'héritier a introduit plusieurs actions, notamment pénales, contre son père ou sa mère, et qu'il a échoué dans toutes ces actions. Eh bien, en Suisse et en Espagne, dans ce cas-là, il est possible au décujus d'exhéréder l'enfant. On pourrait aussi l'imaginer quand il y a eu une rupture totale des relations pendant 15-20 ans. Car là, je vous concède qu'il est troublant de voir un gars qu'on a un enfant qu'on n'a pas eu pendant 35 ans ressurgir au moment du partage du gâteau. Ça, c'est pas bien. On peut imaginer que, de ce point de vue-là, des tempéraments soient apportés à la réserve. On pourrait imaginer également d'affranchir certaines libéralités. Dire, il y a des libéralités qui, au fond, entre guillemets, peuvent porter atteinte à la réserve, qu'on ne prend pas en compte quand on calcule la réserve. Par exemple, vous le suggériez, les donations anciennes, qui ont été faites plus de 5 ans, plus de 10 ans avant la mort. C'est comme ça qu'on fait en Suisse. Ou encore, mais ça j'aime pas du tout, les libéralités faites aux associations et fondations, au motif que c'est de l'intérêt général. Alors celles-là, on peut leur donner toute sa fortune et exhéréder ses enfants. Moi, j'aime pas beaucoup ces gens, ça me plaît pas beaucoup, ces gens qui ont une intention libérale pour des œuvres dites d'intérêt général et qui délaissent leur famille. Moi, je comprends pas très bien. Ça me paraît louche. Je veux dire, on fait le généreux, on préfère dire qu'on gratifie plutôt qu'on exhérède. Mais ça revient au même. Vous comprenez, hein, je veux dire, je connais beaucoup de... Enfin, quiconque a côtoyé des successions, a vu des legs faire des institutions charitables. Enfin, le but, c'était d'exhéréder les enfants. Qui n'a pas entendu cette phrase? Si tu continues, je vais tout donner aux pauvres. Enfin, mais qui n'a pas entendu cette phrase? Non, mais je caricature. Mais c'est là qu'est le danger. Bon, on pourrait alors également, cela a été envisagé, créer ce qu'on appelle une réserve alimentaire, qui serait une créance contre la succession qui appartiendrait aux héritiers dans le besoin. Mais là, il faut être très clair. Il n'y a plus de réserve. On a supprimé la réserve et on lui a substitué une créance alimentaire sur la succession. Ça, c'est possible. Mais une réserve alimentaire, ça n'a pas de sens. Jamais la réserve n'a été, dans quelque système que ce soit, n'est subordonnée à un état de besoin de l'héritier, et jamais elle ne se mesure à cet état de besoin. Donc, si l'on supprime la réserve, je crois qu'effectivement, ce qui se passera, on créera une créance alimentaire. Ce qu'on a fait en 2006 pour les ascendants. On a supprimé la réserve des ascendants, donc vous pouvez exhéréder vos pères et mères aujourd'hui. C'est pas trop grave, parce que les successions remontantes, c'est pas normal. Bon, vous pouvez les exhéréder, mais ils ont une créance alimentaire sur la succession, vous voyez. Autrement dit, il y a des assouplissements que l'on peut discuter, mais il y en a qui n'en sont pas, et je crois qu'une réserve alimentaire, ça n'est plus notre réserve. Et notre réserve, c'est notre culture. J'aime le droit continental, et dans la maison des notaires, on peut le dire. Hein. Là où il y a le droit continental, vous avez une réserve et vous avez des notaires. Là où vous avez la common law, vous n'avez plus de réserve, vous n'avez plus de notaire. On fera autre chose. Faites votre choix. On fera... Mais il y a beaucoup plus d'avocats. Ah bah, c'est ça. Tout s'explique. Mais à la fin, on peut faire un vote, hein, si vous voulez, pour voir un peu comment ça va se passer. Bon, on observe une forme de neutralité, mais vous sentez quand même que les notaires qui organisent cette journée sont d'une certaine tendance, on va dire. Madame Gottman, qu'est-ce que vous observez de pertinent sur une possible évolution de la réserve héréditaire? Non, moi, je ne parlerai pas de technique, d'options, de modification ou autre. Je ne suis pas qualifiée pour du tout. Mais je voudrais simplement, je dirais, préciser les conditions démographiques qui font que le droit successoral va bouger. Le professeur Grimaldi faisait allusion au fait qu'on ait supprimé la réserve des ascendants en 2006, puisqu'il y avait été réservataires les descendants et les ascendants. Pourquoi on l'a fait? À cause de l'augmentation de l'espérance de vie. Enfin, on l'a fait parce qu'on n'aimait pas que les patrimoines remontent, on préfère qu'ils descendent. Pour l'économie, c'est meilleur. Mais aussi parce que bon, ce cas de figure est de plus en plus rare. Alors démographiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes au courant, on vieillit de plus en plus longtemps, on vit de plus en plus longtemps et en bonne santé. Néanmoins, à la fin, ça se passe jamais très bien.
Et ça peut être très coûteux. Bon, je pense qu'on va devant une diminution de la transmission liée au fait qu'on va consommer une grande partie de son patrimoine pour vieillir correctement. Donc, je ne sais pas la réserve là-dedans, comment ça peut intervenir, mais en tout cas, il est clair que c'est pas tellement là, je ne parle pas de la succession, parce que simplement, il y aura moins de biens venant à succession. Hein, voilà. Le vieillissement, il y a aussi le facteur les divorces, les familles divisées, etc. Ça aussi, qu'est-ce que ça va faire dans les successions? Est-ce que ça va amener à reconsidérer la question de l'égalité? Quelle égalité entre qui, etc. C'est une question. Et puis il y a les deuxièmes conjoints. Enfin, vous voyez, quand même, l'architecture de la famille se modifie complètement. Et puis un cas de figure toujours lié au vieillissement, c'est, alors d'une part, l'éloignement géographique. On a parlé précédemment de la mobilité. On a aussi des familles qui peuvent être de plus en plus éloignées, dont les membres sont de plus en plus éloignés. J'y crois moyennement parce que, bon, en fait, il y a aussi des moyens de communiquer qui sont gigantesques aussi. Et puis, ça coûte de moins en moins cher de prendre l'avion. Mais quand même, un parent veuf très âgé qui vit pendant des années avec une aide ménagère, une femme de compagnie, un gardien, etc., qui s'occupe très bien de lui, etc., alors que les enfants sont déjà loin, sont déjà vieux. Parce que, bon, c'est pas des enfants de 20 ans dont il est question, c'est des enfants de 60 ans. Éventuellement, dans quelle mesure le désir de léguer à cette personne étrangère à la famille n'est pas à prendre en compte. Ça a été... bon, l'affaire Bettencourt a beaucoup fait de bruit là-dessus, mais c'est des cas dans les familles très moyennement dotées. C'est un cas de figure qui va devenir de plus en plus fréquent. On va avoir des gens, des aides, quand on sera vieux. Je sais que par exemple aux États-Unis, on a la liberté testamentaire. Il y a une augmentation des legs aux personnes qui s'occupent des personnes âgées au détriment des enfants. Voilà. Vous ouvrez là des questions passionnantes qui sont liées plus généralement d'ailleurs à la transmission que à la propre réserve héréditaire naturellement. Et c'est vrai que les questions de vieillissement, les questions d'accompagnement sont des questions patrimoniales très complexes. On gardera ça pour une prochaine nuit du droit. Maître Delsol, sur les évolutions de la réserve telles que vous ne l'auriez pas rêvé mais que vous pourriez l'accepter. Non, mais enfin, je défends un point de vue aussi, c'est le jeu. J'ai dit tout ce qui était relatif là-dedans et je partage cette idée qu'il faut savoir respecter des cultures et en même temps savoir aussi les faire évoluer. Et je note quand même, je ne vais pas redire ce qu'a dit le professeur Grimaldi parfaitement sur les évolutions du droit, mais le droit évolue vers plus de liberté, incontestablement, par plein de moyens. Et moi, au fond, je trouve que c'est bien, pour répondre à la question de madame tout à l'heure. Bon, ben, l'assurance vie est tout de même incontestablement une forme de respiration. Et je ne pense pas que ce soit dommageable. D'ailleurs, l'histoire montre, parce qu'on vit l'assurance vie depuis maintenant des décennies, que c'est pratiqué de manière assez raisonnable. Oui. Bon. Je ne suis pas choqué par le fait qu'on puisse donner à la personne qui va nous aider pendant parfois des années à bien vieillir. Je ne suis pas choqué qu'on puisse donner à une vieille maîtresse ou à un vieil amant. Je ne suis pas choqué qu'on puisse ne pas donner à un enfant qui ne vous aime pas et qui, peut-être pire, vous a fait tous les ennuis du monde de manière volontaire, sans qu'il soit handicapé. Tout ça est fonction de situation, de cas par cas, et c'est la raison pour laquelle, mais je l'ai déjà dit,
je ne cesserai de le répéter, aller au-delà de la loi et avoir la possibilité d'en parler avec un magistrat. Et les magistrats sont généralement des gens attentifs à ces questions. Ce n'est pas forcément idiot. Je note d'ailleurs que, et je vais en terminer par là parce que je ne veux pas prolonger le débat, mais que dans cette affaire Colombier qu'on a évoquée tout à l'heure, qui était un artiste qui avait vécu donc un certain temps aux États-Unis, qui a donné, la Cour de cassation a reconnu donc le testament californien, et la Cour d'appel, je crois d'ailleurs, avait dit avant la Cour de cassation, qu'il a redit, que la fonction alimentaire de la réserve héréditaire prenait le pas sur la fonction de conservation des biens dans la famille, ce qui ne me paraît pas idiot, et je trouve assez logique qu'il y ait une sorte de, appelons ça créance alimentaire ou réserve, fonction alimentaire de la réserve, mais je ne trouve pas ça forcément idiot. Et dans l'affaire Holliday, où là, les choses sont très différentes des affaires Jarre et Colombier, puisqu'il y a manifestement une sorte de caractère artificiel, soyons clairs, à ce transfert du domicile Holliday en Californie, beaucoup plus que dans les affaires précédentes. On ne peut pas exclure que les tribunaux français remettent, pour ces raisons d'artificialité, en cause la position de la succession Holliday, enfin des héritiers qui ont bénéficié de la loi californienne, ou aussi autrement par la voie de la captation d'héritage. Donc le droit français a des armes qu'il peut utiliser pour venir limiter les abus, et c'est une raison supplémentaire de lui donner plus de liberté. Merci beaucoup. Et j'ajoute un possible, un possible tempérament à la réserve héréditaire. C'est que, en l'état actuel de notre droit, la réserve héréditaire, c'est la transmission d'un patrimoine libre de toute contrainte. C'est-à-dire qu'un patrimoine doit être transmis à un enfant, mais sans charge. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut avec. C'est ça la réserve. Le concept de la réserve, quand on le pose jusqu'au bout, c'est je reçois et je reçois sans contrainte. Or, on se rend compte à quel point ça pose un problème, souvent dans les familles, parce que la transmission à un enfant, à égalité entre tous les enfants, c'est parfait, mais néanmoins, pour certains enfants, il serait bien de pouvoir prévoir quelquefois des limites au droit de disposer, ne serait-ce que temporaire, ou alors une possibilité de faire gérer le patrimoine qu'on donne à un enfant par une tierce personne. Et ça, dans notre système de droit, avec la réserve héréditaire, c'est possible, mais c'est quand même compliqué. Et là, c'est incontestablement dans le droit anglo-saxon, il y a des techniques via les trusts ou via d'autres systèmes qui permettent plus facilement ça. Voilà. Là, moi, si j'avais à voter pour un amendement ou par quelque chose d'un tempérament sur la réserve, c'est dans la... Non pas... alors, certainement dans le quantum, probablement, en tout cas, réfléchir sur le quantum, mais probablement même dans la nature même ou dans la possibilité de grever la réserve de charge. Voilà. Vous avez sur ce point particulier, est-ce que vous partagez ou pas? Sur le premier, oui. Sur le second, non. D'abord, notre droit a quand même fait des progrès. On a créé le mandat à effet posthume, qui permet à un père ou à une mère de décider que les biens que tel de ses enfants recueillera par succession seront gérés par un tiers. C'est un mandat inspiré du trust, qui a été introduit en 2006. Ça existe. Mais il faut une cause sérieuse et légitime. Il faut le motiver. Et pourquoi le faut-il? Mais on en revient toujours à la même idée. C'est qu'est-il normal qu'une personne morte puisse maintenir ses biens sous l'administration d'un administrateur qu'elle a choisi? Je me rappelle, quand j'avais été auditionné par le Sénat sur cette affaire-là, je revois encore Robert Badinter me disant « C'est quand même curieux, ce mandat à effet posthume. Le type est enterré, puis il a sa main qui dépasse, et il continue encore à gérer ses biens via un homme qu'il a désigné. » Moi, j'en reviens à cette idée à laquelle je suis profondément attaché. Vous savez, je terminerai par là. Gorky avait une très belle formule, il disait « Les vivants ne peuvent pas vivre sous la volonté des morts ». Voilà. Et c'est vrai pour la dévolution, c'est vrai pour l'administration, sauf, j'en suis d'accord, cause sérieuse et légitime. En demandant à effet posthume, il est mal foutu, ça on est d'accord. Voilà, c'est ça son problème. Voilà. Mais on a l'idée que vous exprimez, on l'a. Il faudrait la bonifier. Elle marche pas, tout à fait, oui, ça c'est vrai. Alors, est-ce que, maintenant que les arguments ont été soulevés, qu'on a essayé de dresser un peu un état de la situation, y a-t-il dans la salle des questions, des observations, des commentaires des uns ou des autres?
Madame, au fond. Bonsoir. Le Brexit promet l'impatriation de nombreux Français qui vont revenir avec des actifs trustaux, justement. Est-ce que vous pensez que ça va faire bouger les lignes de la réserve? Et comment allons-nous gérer ces trusts qui ont été constitués en toute légalité depuis l'Angleterre? Alors, est-ce que vous voulez... comment vous gérez? La question est au fond le traitement des trusts au regard de la réserve héréditaire. Écoutez... le juge français prend le trust pour ce qu'il est et, comment dirais-je, adapte la règle française à son application au trust. Pour répondre à votre question très précisément, si vous avez un trust, comme on dit parfois un charity trust, un trust qui est au fond un instrument de transmission à titre gratuit, le juge français le traite comme une libéralité. Autrement dit, le trust en France ne permet pas de contourner la réserve. Pour autant que la loi française s'applique à la succession. Hein, naturellement. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que dans l'affaire Johnny Hallyday, le grand problème, c'est la loi applicable. Autrement dit, son domicile. Mais si on considère que son domicile était fictif, qu'il était domicilié en France, la loi française s'applique, et le trust qu'il a consenti au bénéfice de sa femme, je sais pas comment il s'appelle, et puis les deux autres enfants, il sera traité comme une libéralité. Et donc, David et Laura auront leur réserve. Vous voyez, là, le juge français manie le trust. Il reconnaît la validité du trust. Hein. Et simplement, il le qualifie en fonction de nos règles. Et en gros, je vous le dis, il y a eu l'affaire CAE, l'affaire Zisnis, qui était une très grosse collection de tableaux. Eh bien, la réserve a été appliquée, parce que la loi française s'appliquait. Ce que je voudrais ajouter par rapport à votre question, c'est qu'à mon avis, et c'est ce qu'on observe un peu dans le quotidien, à mon avis, il ne fait aucun doute que la mobilité internationale crée de l'interpénétration entre différents systèmes de droit et que tous les droits évoluent du fait de cette mobilité. Et que le droit français évolue vers le droit anglo-saxon, comme, à mon avis, le droit anglo-saxon évolue vers le droit anglais, vers le droit latin. Et j'en veux pour preuve, puisqu'on parlait des contrats de mariage, l'évolution récente du droit anglais ou de la position des tribunaux anglais, puisqu'on ne peut pas parler de droit anglais, de la position des tribunaux français, précisément sur l'acceptation des contrats de mariage français. À force d'avoir des Français qui vivent à Londres, à force d'avoir des contrats, à force d'avoir des divorces prononcés devant les tribunaux anglais avec des contrats français, ils ont fini par en admettre la validité et puis voire même l'opposabilité. Donc oui, ça c'est sûr que la mobilité fait que les tribunaux vont de plus en plus admettre. D'ailleurs, il existe dans le règlement européen sur les successions un article spécial qui dit que lorsqu'un dispositif existe dans un pays mais pas dans un autre, il faut que l'autre pays se débrouille pour trouver le système le plus proche de celui qu'avait voulu la personne qui avait pris des dispositions. Donc oui, ça fait aucun doute que le Brexit est un des éléments qui va aller, et le rapatriement des Français. Mais comme c'est le rapatriement des Français, finalement, on est un peu replié sur nos bases. Mais en tout cas, la mobilité des personnes crée l'émergence ou une évolution incontestable, à mon avis, en tout cas dans le droit successoral, des droits locaux. Et dans ce sens-là, j'ajouterais que, vous voyez, je suis très réceptif à la culture anglo-américaine dans ce qu'elle a de meilleur. Je regrette très fortement qu'on n'ait pas introduit en France une fiducie comparable. On a une fiducie, mais pas une fiducie transmission, pas une fiducie libéralité. C'est calamiteux. Donc on va faire à Jersey, à Guernesey, au Liechtenstein, à Vaduz ou ailleurs, ce qu'on ne peut pas faire en France. Ça, il faut l'accepter, mais sans empiéter sur la réserve. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires? On ne voit pas nécessairement tout le monde. Madame, devant. On vous amorte un micro tout de suite. Merci. Bonsoir. Si le défunt était français et décédé au Maroc et avait des biens en France et au Maroc, est-ce qu'il y a une réserve? S'il est mort domicilié au Maroc, c'est le droit marocain qui s'applique. Mais au Maroc, c'est un statut personnel. Donc il faut distinguer de sa religion. S'il est de religion musulmane, c'est le droit musulman qui va s'appliquer, et le droit musulman connaît une réserve, avec en plus l'interdiction de faire des libéralités à l'un des héritiers. Si maintenant il est israélite, ça peut être le droit israélite, les coutumes, la coutume de Castille qui s'applique encore là-bas. Et si maintenant il est en religion, ben, ce sera le droit, il est français, ce sera son droit français, ce sera sa loi nationale. Il y aura une réserve.
Mais je vous réponds sous réserve Alors je signale de précision sur le cas. Hein, mais je signale qu'il y a à l'étage supérieur, il y a plein de consultations d'ailleurs, voilà, si vous voulez, sur des cas particuliers. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci. Mais votre question est importante parce qu'il y a beaucoup de Français qui vont passer leur retraite au Maroc et au Portugal. Il faut les prévenir que c'est la loi portugaise qui s'applique, ça pourra aller. La loi marocaine, ce ne sera pas trop grave, parce qu'a priori, c'est un statut personnel. Il faut y faire attention. Mais comme vous disiez, votre président, le Français qui va vivre aux États-Unis parce qu'il adore la Californie, il faut qu'il fasse attention. Ah, oui. Il avait institué sa femme légataire universelle, il ne pensait pas exhéréder ses enfants. Hein. Ouais, exactement. Du fait qu'il meurt en Californie, enfin qu'il est domicilié en Californie, ce testament exhérédera ses enfants. Grosse surprise. Pour les enfants. D'autres questions? Non, là-bas on ne voit pas, mais je n'ai pas l'impression. Non, ça va? Oui, madame. Pardon? Oui, même sur les biens en France. Ouais. Désormais, le lieu de situation des biens n'est plus un critère. Plus un sujet. C'est ou la loi d'aller domicile ou la loi nationale. C'est pour ça que les affaires internationales sont compliquées, parce que vous prenez un Américain qui a vécu en France et qui repart vivre aux États-Unis. Même s'il laisse ses enfants en France, on peut concevoir que le droit français ne s'applique pas avec sa réserve héréditaire. On peut concevoir également qu'un Français qui vit depuis 40 ans ou 50 ans aux États-Unis et qu'il y a tous ses biens, qu'il n'a plus rien en France et qu'il a juste des enfants en France, c'est un peu l'exemple de l'affaire Jarre, on peut concevoir que là, la réserve héréditaire ne se pose pas. En revanche, le Français qui est malade et qui sait qu'il va mourir et qui va vivre, alors ça c'est la fraude, mais même sans aller jusqu'à la fraude, quelqu'un qui va vivre à l'étranger mais qui laisse tout son patrimoine en France avec des enfants en France, on peut concevoir que la solution ne doit pas être la même. C'est là que c'est compliqué, il y a une question de curseur. Alors, il me reste, au nom de la Chambre des notaires de Paris, à vous remercier beaucoup, chacun, d'avoir apporté vos éclairages sur ce débat. Si j'ose dire, en cette nuit du droit, il était nécessaire d'apporter un certain éclairage. Et vous l'avez fait avec beaucoup de conviction et de talent. C'était formidablement passionnant. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Merci de vos arguments, merci de votre passion et de votre contradiction très utile et très inspirante et intéressante. Et voilà, donc nous restons un peu là. Vous avez au-dessus des consultations qui sont données par des notaires en cette nuit du droit. Et nous vous donnons rendez-vous naturellement l'année prochaine pour une nouvelle nuit du droit. Merci beaucoup et bonne nuit. Super. Non, c'est sympa. Ouais, c'est très bien.